Alors bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Marina Paulin, donc coach professionnelle et orthopédagogue, spécialisée dans l'accompagnement des adolescents et étudiants à haut potentiel ou présentant des troubles de l'attention, et qui travaille par deux leviers clés, donc les apprentissages et l'estime de soi. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui, Marina. Merci. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu d'ailleurs te présenter, nous expliquer ton parcours? Alors, mon parcours, on va essayer de faire rapide. J'ai fait une école de commerce que je n'ai pas terminée. J'ai ensuite travaillé dans la communication, au début dans des agences. Et puis après, je me suis spécialisée dans la communication des associations. Donc, j'ai travaillé pour une association de prostituées, pour une grosse association dans le champ du handicap. Et après, je suis revenue en agence où j'ai travaillé dans une agence spécialisée dans les grandes causes, donc la santé, l'environnement et la solidarité. Ensuite, j'ai eu 2 enfants coup sur coup et je voulais garder une activité professionnelle un peu légère. Et après avoir été jurée aux assises, 10 jours avant mon mariage, je suis devenue contrôleur judiciaire socio-éducatif. Et c'est là où, en fait, j'ai découvert ce goût pour l'accompagnement des personnes. Voilà, donc les gens que j'accompagnais, c'était des gens qui étaient mis en examen dans le cadre d'affaires pénales. Donc, ils passaient soit en correctionnel, soit dans des affaires criminelles. Et en fait, j'ai rencontré énormément de jeunes, parfois intelligents, parfois même très intelligents, et qui ne mettaient pas leur intelligence dans le bon sens. Et du coup, j'ai remarqué en fait à quel point les parcours scolaires, la réussite, les diplômes, c'était tellement important. Et quand mes enfants ont commencé à décrocher, baisser de niveau scolaire, je me suis dit, c'est pas possible. Et je cherchais en fait des professionnels qui faisaient ce que je faisais et ce que je fais maintenant. Et ne l'ayant pas trouvé, je me suis dit, je vais faire une première formation, une deuxième, une troisième. Donc j'ai passé une certification de coaching lambda dans une école de coaching. Et puis, je me suis spécialisée ensuite en psychologie positive. C'était les premières formations qui arrivaient des États-Unis avec Ilona Boniwell. Voilà, parce que ça me ressemblait, parce que moi j'ai toujours la pêche, et puis j'aime bien rire. Et en parallèle de ça, j'ai fait des formations pour apprendre à apprendre en me disant, mais voilà, c'est fou, on apprend tout à l'école, on apprend des connaissances, on apprend des contenus, mais en fait, on n'apprend pas comment apprendre. Il se trouve que pour moi, les apprentissages, ça avait toujours été facile, mais en tout cas, au moment où j'ai dû passer mes certifications, là, j'ai senti ce que c'était que le stress d'une femme de 45 ans. Bon, il se trouve que c'était à ce moment-là aussi que je divorçais. Et donc, il fallait que je refasse une vie professionnelle. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce que je vais être capable? Et donc, j'ai eu tous ces doutes qu'on peut avoir en tant qu'adulte en se disant, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que, j'étais pas forcément... Moi, j'étais une élève extrêmement dilettante avec des facilités. Mais voilà, et donc tout ce doute, en fait, je l'ai affronté. J'étais comme ça pour ma certification de coaching, mais bon, ça s'est très bien passé. J'ai révisé, j'ai fait des fiches, voilà. Et du coup, ça fait 12 ans maintenant que j'accompagne des jeunes, parfois des adultes, parfois des grands adultes. Voilà, j'ai eu l'année dernière 2 messieurs de la soixantaine, voilà, qui étaient plutôt concernés par des histoires d'autisme de haut niveau ou de troubles du déficit d'attention, le fameux TDAH, dont je suis porteuse, et voilà, et mes 2 enfants également. Et tu peux nous parler un peu plus d'ailleurs de ce trouble de l'attention? Alors, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc c'est un des troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire qu'on naît avec et on meurt avec. D'accord ? C'est pas une maladie, donc ça ne peut pas se guérir. Et en fait, le terme est pas franchement adéquat, hein. Je préfère parler de défaut de régulation de l'attention. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de théâtre, beaucoup d'équitation. Je n'ai jamais eu un problème d'attention quand je faisais du théâtre ou quand j'étais à cheval. Voilà, même quand je faisais des concours, je ne me trompais pas de parcours. En revanche, je m'endormais pendant les cours de philo. Voilà, j'ai dormi toute mon année de philo. Et quand j'étais dans mon école de commerce, dès qu'il y avait des cours de finance, là, j'avais 2 parce que je n'arrivais pas du tout à maintenir mon attention. Donc moi, j'ai été diagnostiquée à 54 ans.
Mes enfants avaient été diagnostiqués, mon fils en seconde et ma fille un peu plus jeune. Et du coup, voilà, j'ai vécu ce que c'était qu'une famille avec voilà, des enfants qui détestent apprendre, qui détestent l'école, sauf pour déconner avec les copains. Et, voilà. Et donc, j'ai vécu un peu tout ce petit parcours du combattant à faire des bilans, des recherches, arriver à trouver les bons médecins. Moi, par exemple, avant d'avoir mon diagnostic, j'ai attendu 1 an et demi pour avoir une place voilà, dans le centre spécialisé à Sainte-Anne. Voilà, parce que les délais sont juste tellement longs et très chers. Donc, je trouve, voilà, d'un point de vue social... C'est pas remboursé par la sécurité sociale ? Alors, si on est diagnostiqué à l'hôpital, ça va. Mais si on est diagnostiqué dans le privé, c'est 150 € fois au moins 3 séances pour le diagnostic. Oui, d'accord. Non. Donc, c'est très cher. Ah, c'est un gros budget. Voilà. Donc, moi, j'ai fait le parcours public. Un parcours très riche. Très riche. Vraiment. Et donc, pour venir un petit peu plus en détail sur le métier d'orthopédagogue, parce que c'est pas encore très connu en France, tu peux nous expliquer en quoi consiste vraiment le métier, les missions Voilà, alors l'orthopédagogie, ça vient du Canada. D'accord. Donc moi, quand j'ai commencé à exercer, il n'y avait pas de certification ni d'école d'orthopédagogie. Et bon, matériellement, je ne pouvais pas aller au Canada faire ma formation. Je ne savais même pas ce que c'était. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment un parcours où j'ai fait une première formation là, une deuxième en gestion mentale, une troisième particulièrement sur la mémoire, d'autres avec un chercheur formidable qui s'appelle Steve Masson, qui est canadien, et qui travaille justement pour déconstruire déjà tous les neuromythes qui existent sur les apprentissages et qui sont malheureusement très nombreux. Par exemple, on n'utilise que 10% de son cerveau. C'est faux. C'est un mythe, ça. Ou si on boit de l'eau, le cerveau est plus hydraté et donc on apprend mieux. C'est faux. Voilà. Donc c'était... Voilà, moi, j'ai vraiment eu un parcours qui me ressemble énormément, c'est-à-dire prendre des petits bouts. Et puis après, j'ai sélectionné ce qui me ressemblait vraiment. Par exemple, je ne fais pas de la gestion mentale pure. Il y a des professionnels qui ne font que ça. Et c'est-à-dire qu'on va découvrir comment on fait pour précisément comprendre. Et c'est, à mon avis, trop technique. Moi, je préfère plutôt... tout ce qui est projet de sens, voilà, qu'est-ce qui fait que je me sens bon quelque part ? Est-ce que je suis très compétiteur ? Je le vois chez les apprenants. Quelqu'un qui est très compétiteur et qui veut absolument être excellent du premier coup, très souvent, sont des gens qui vont abandonner dès qu'ils se retrouvent dans la moindre difficulté. D'accord. Donc moi, mon job, c'est vraiment de redonner confiance, de montrer que en fait, l'apprentissage, déjà, c'est naturel, c'est une capacité naturelle des êtres humains. Et même des chevaux. Enfin, voilà, on s'est rencontrés grâce à une amie cavalière. Voilà, un cheval, et au début, il a 4 ans, il ne sait rien faire. Un enfant, pareil. Donc, je leur explique pendant mes premiers rendez-vous, je dis, combien de fois est-ce que vous croyez qu'un bébé fait d'essais avant de marcher ? Alors, les gens me disent 50. Je dis, non, la science, elle dit que c'est 2000 fois. Ouais. Mais pas un parent se dit, mon enfant ne va pas marcher. Donc, en fait, il y a une espèce de posture de confiance comme ça, qu'on devrait avoir dans les apprentissages. Et malheureusement, dans le système scolaire, il y a des gens formidables et qui s'investissent à fond. Et il y a aussi, malheureusement, une espèce de posture de sachant qui, pour certaines personnes, va être complètement démotivante. Donc moi, je ne suis pas professeur, donc les gens qui viennent me voir, si un jeune arrive, moi, par exemple, je suis... plutôt, j'ai beaucoup plus d'appétence pour l'histoire, les langues, le français, la géopolitique. Si on vient me voir avec, j'ai un truc de physique, je me mets au niveau de l'apprenant. D'accord. Et en fait, je vais chercher avec lui, comment il peut faire pour comprendre plus facilement, comment il peut faire pour mémoriser plus facilement, et comment il peut faire pour répondre correctement aux consignes qu'ils vont lui donner. Donc moi, pendant mes premières séances, en fait, je fais une sorte d'entretien bilan. Donc je leur fais remplir des questionnaires pour repérer déjà là où ils sont en difficulté. Alors il se trouve que dans ma clientèle, les gens que je reçois, c'est essentiellement par le bouche à oreille ou par des médecins ou par des professionnels de l'orientation. D'accord. Et donc du coup,
évidemment, je reçois énormément de jeunes qui ne prennent pas de notes, ont une attention de mouche, voilà, ont pas de stratégie. Et donc, l'idée, c'est de leur redonner confiance en disant, en fait, si tu suis les bonnes stratégies, tu vas réussir. Voilà, donc ça, c'est juste... c'est un métier merveilleux. Mais donc, ça part de la confiance en soi, Oui, initialement. évidemment, quelqu'un qui réussit dans n'importe quelle tâche va avoir confiance en lui. Quelqu'un qui me dit, je n'aime pas cuisiner, je sais que la première fois qu'il a... Enfin, je suppose que la première fois qu'il a fait un gâteau ou un poulet, le poulet a cramé. Il se dit, il va développer la croyance, je ne suis pas doué en cuisine. Alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est, je m'entraîne. Voilà. La première fois, c'est difficile. La deuxième fois, c'est un peu plus facile. Et plus on a de passages, plus c'est facile. Et en fait, pour moi, c'est valoriser tout ce chemin qui va être... oui, apprendre, ça doit être amusant. Et donc, du coup, c'est vrai que très tôt, j'ai développé des outils que j'ai créés moi-même. En fait, moi, j'adorais jouer au Trivial Pursuit. Okay. Et donc, ma fille et mon neveu détestaient l'histoire. Et ils avaient leur brevet des collèges. Et donc, j'ai pris tout le programme de brevet des collèges. Donc, toutes les questions d'histoire géo, très chiantes. Donc, voilà. Et j'ai fait un jeu. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait des questions-réponses comme un Trivial Pursuit. Okay. Voilà. Je les ai plastifiées pour que ça ne soit pas abîmé. Et ils ont révisé pendant 2 jours dans les canapés chez moi. Et je les voyais balancer les cartes. Je dis, quand vous savez, vous mettez de côté. Quand vous ne savez pas, vous les gardez. Et du coup, ils voyaient le tas au début, je ne sais rien, et ils voyaient le tas se réduire. Et donc, du coup, ça crée évidemment un apport de dopamine dans le cerveau en disant, j'avance. Exactement. Voilà. Et c'est surtout ça qui est... c'est surtout ça qui est important. Dans le coaching, ce qui est intéressant, c'est de définir un objectif, voilà, et d'arriver à caler des micro-étapes qui vont permettre à la personne de se rapprocher de cet objectif. Voilà. Et ça, c'est essentiel. Et c'est forcément lié à la confiance. Moins j'en fais, moins je réussis. Et donc, l'idée, c'est vraiment de détourner le cercle vicieux de je ne planifie pas, je n'apprends pas, je fais tout au dernier moment, je suis en échec et du coup, je suis démotivée. Forcément. Et de le retourner à l'envers de j'y vais petit à petit, je me sens de plus en plus compétent, je m'exerce, je commence à être vraiment bon. Voilà, et du coup, évidemment, j'ai du plaisir à être bon parce que, ce que je dis, personne n'aime être mauvais. Voilà, moi, j'étais une buse en danse. Je me suis fait virer du cours de danse quand j'étais en primaire, que c'était mon rêve d'être danseuse. Et on m'a dit, t'es pas douée, mais j'ai tout de suite arrêté la danse. Forcément. Franchement, je pense que j'aurais jamais été très douée. Mais voilà, j'ai rencontré le cheval, j'étais pas du tout douée au départ, mais j'aimais la relation, j'aimais l'univers, et je me suis accrochée, et je suis pas du tout une surdouée de l'équitation, loin de là. Mais ça m'amuse, et du coup, j'ai du plaisir, et du coup, et voilà. Et en fait, c'est ce renversement, en fait, d'état d'esprit que j'aime transmettre en disant, voilà, on va passer du... C'est difficile, donc en fait, mon logo, c'est un arc-en-ciel. Et donc, du coup, je leur dis, quand vous arrivez, il pleut. Voilà, vous n'avez pas confiance en vous, vous avez l'impression d'être au bout de votre vie. Et moi, le chemin que je cherche à créer avec vous, c'est que vous repartiez comme ce matin où j'ai une jeune qui sortait de son grand oral de bac. Voilà, après un parcours hyper compliqué de 2 ans et demi d'hospitalisation en psychiatrie, un parcours vraiment compliqué. Et elle a cartonné son oral ce matin. Et elle m'a appelée sur le quai du métro en me disant, Marina, c'était fluide. Alors qu'hier encore, elle était comme ça. Et ça, c'est génial. C'est hyper gratifiant. Voilà. En fait, ce qui est gratifiant, c'est la relation en fait d'alliance qu'on peut avoir avec un client. Alors moi, je suis pas thérapeute. Si je tombe sur des gens qui ont vraiment ça fait partie de mon éthique personnelle. Si quelqu'un me confie quelque chose qui est trop de l'ordre du psy, je renvoie à des professionnels de santé qui sont qualifiés pour ça, qui ont les formations pour ça. Il faut aussi savoir délimiter la spécialité. Voilà, exactement. Savoir se mettre à sa place. Et donc, qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui pense qu'à 35 ou 40 ans, on ne peut plus justement retrouver le goût d'apprendre, c'est difficile d'apprendre? Quel conseil tu leur donnerais? Déjà, il faut savoir que le cerveau, il a une capacité illimitée d'apprentissage.
Donc ça, c'est quand même... Moi, je trouve que la science, en fait, la neuroéducation, c'est-à-dire vraiment la science, comment fonctionne le cerveau, quand on comprend que quelque chose fonctionne de cette façon-là, je leur dis, vous n'êtes pas nés en sachant que 2 plus 2 faisait 4. Hein, quand on est petit, on fait comme ça, voilà, et puis après, on passe des milliers de fois dessus, et ça fait une autoroute dans le cerveau, qui fait qu'il n'y a même plus besoin voilà, et on n'a même pas besoin de réfléchir. Ouais. Et ben en fait, l'apprentissage, c'est un être vivant, c'est naturel. Voilà. Et donc, qu'on ait 35 ans, 45 ans, ou même, je crois que cette année, le plus vieux candidat au bac, je crois qu'il a 86 ans. C'est fou. Mais c'est génial. C'est génial. Voilà. Et donc, tout est possible. J'ai rencontré en formation en psychologie positive un collègue coach. Et évidemment, je pose toujours la question, quel est le rapport aux études, aux qualifications. Moi, j'ai que mon bac comme qualification parce que j'ai arrêté mon école de commerce en 3e année. Okay. Et du coup, ça peut être une frustration, évidemment. Hein, rétrospectivement, je me dis, non, mais quelle conne. Voilà. Si j'avais su que j'avais un TDAH, j'aurais sans doute fait des études plus prestigieuses. Voilà. Mais donc, je comprends en fait que parfois, on n'a pas été très bon à l'école, on a douté, on a la croyance qu'on est bête. Moi, je reçois beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont bêtes parce qu'ils n'ont pas été bons à l'école. Ça ne veut rien dire. Hein, l'intelligence, c'est un muscle. Donc, plus on entretient son intelligence et sa curiosité, plus on apprend de choses. Moi, j'avale des tonnes de contenu. J'apprends. Là, je viens de faire un sujet sur les génocides au Cambodge. J'ai appris des tonnes de choses, c'est passionnant. Et je trouve que en fait, ce goût pour la curiosité, il est essentiel. Et en fait, c'est possible. C'est toujours un choix. Donc oui, on peut évidemment reprendre des études à n'importe quel âge. Moi, j'ai énormément de collègues dans mon domaine qui sont neuropsychologues, qui reprennent des études à 45 ans, à 50 ans. Voilà, j'ai un de mes ex-chéris qui a repris des études à 50 ans et qui est devenu psy. Voilà, et c'est génial. Voilà, la vie, de toute façon, surtout qu'on sait qu'on va vivre beaucoup plus longtemps qu'avant. Et qu'en plus, on a quand même des moyens d'apprendre qui sont tellement plus ouverts qu'avant. Enfin, c'est ce que vous faites. Mais oui, c'est ça. Tout à l'heure, tu parlais de gestion mentale et de neuroéducation. C'est quoi concrètement et en quoi c'est utile justement même à 40 ans ? Alors, la gestion mentale, c'est l'idée de comprendre en fait que apprendre, c'est faire des gestes dans sa tête. D'accord ? C'est-à-dire que pour apprendre, il faut que je sois attentif. J'ai rien appris en philosophie pendant toute mon année de terminale parce que je dormais, parce que je n'arrivais pas à être attentive. Je regarde un film et je suis sur mon téléphone en même temps ou je suis au téléphone, je ne peux pas, je ne suis pas attentive, je ne vais rien retenir du film. D'accord ? Ça, c'est le premier geste. Le deuxième geste, c'est de comprendre. Comprendre quelque chose, c'est pouvoir réexpliquer avec ses propres mots. Il faut que ça filtre à travers moi. Parfois, les jeunes, on se rend bien compte, ou les apprenants, ont des difficultés de compréhension. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont l'information va leur être délivrée, ils ne vont pas pouvoir l'intégrer. Parce qu'il y a des liens, il va manquer du contexte, il va manquer des éléments, ou du vocabulaire, ou du lexique. Il y a beaucoup de problèmes de vocabulaire. Et donc, du coup, si je ne comprends pas une consigne, ou si je ne comprends pas un mot, ça va être compliqué. Évidemment. Voilà. Après, troisième geste, la mémorisation. C'est-à-dire que pour mémoriser, c'est, quand on entend mémoriser, c'est par cœur. Donc, c'est-à-dire copier, coller. Alors ça, pour certaines personnes, ça va être très facile. Pour d'autres, ça va être extrêmement pénible. Et donc, du coup, moi, je leur dis, c'est un muscle. Donc, voilà, il y a des techniques pour mémoriser. Et donc, il va falloir mettre en place les bonnes techniques pour que ça devienne facile. Voilà. Et puis après, il y a tout ce qui est réflexion. Et donc, pour réfléchir à un problème, il faut déjà avoir mis des choses dans ma tête. Si on me pose une question de physique des fluides, je ne vais pas pouvoir y réfléchir parce qu'en fait, je n'ai pas de connaissances, donc je ne vais pas pouvoir faire de lien et je ne vais pas pouvoir aller chercher ce petit bout pour les assembler. Évidemment. Voilà.
Et après, le 5e geste, c'est un geste pour lequel moi j'ai beaucoup de familiarité et presque beaucoup d'affection, c'est l'imagination. C'est-à-dire de pouvoir se dire que pour moi, apprendre, c'est vraiment utiliser mon imagination pour aller soit imaginer des questions, soit utiliser des moyens mémotechniques qui vont faire que ça va être super fastoche. Voilà. Et donc moi, je suis la reine de la... Voilà, j'adore ça, inventer des moyens mémotechniques. Voilà, quand je dis... exactement. Je dis toujours, Hitler... voilà, j'imagine toujours Hitler, qui a envahi la Pologne le 1er septembre 1939. J'imagine Hitler... avec son petit sac à dos, des colliers. Donc, je sais que c'est la rentrée des classes et que voilà. Et donc, je ne me tromperai jamais. Sur la date, mais oui. Voilà. Et donc, ça, c'est plein de petits gestes et ça s'apprend. Et c'est plutôt marrant. Ça rend l'apprentissage marrant, de fait. Voilà, exactement. Et après, la neuroéducation, c'est vraiment savoir comment fonctionne le cerveau, c'est-à-dire se baser en fait sur le rythme du cerveau. J'ai trouvé ça très intéressant. Pendant une année, j'ai accompagné une jeune qui préparait médecine. D'accord. Et donc, elle est arrivée avec des contenus comme ça. Effectivement, j'ai dit à mes copains médecins, je ne vous regarderai plus jamais. Je ne sais même pas comment on peut retenir autant d'informations avec autant de précision. Mais en fait, les jeunes, quand ils sont en médecine, ils ont tous des stratégies d'apprentissage hyper efficaces. C'est-à-dire qu'ils ont leur cours le matin, ils font leurs fiches l'après-midi et ils réactivent. Et en fait, ils ont des applis de réactivation qui vont leur dire « Ok, tu as fait ça hier, tac, on réactive dans la semaine. Sinon, ça part à la poubelle. » Et donc, évidemment, on ne peut pas apprendre des milliers d'informations même si on s'y prend 2 mois avant. Donc voilà, donc en fait, il y a... Et ça, c'est la science qui... les neurosciences qui disent, pour pouvoir encoder une information, il va falloir la réactiver régulièrement. Voilà, ça s'appelle la courbe de l'oubli, la courbe d'Ebbinghaus. Et c'est, ça doit respecter... Et si je saute une étape, pouf, ça part. Voilà. Donc en fait, c'est une structure, c'est ça. Il faut commencer par... faire une première lecture, par exemple, d'un cours, et ensuite, après les fiches... Oui, alors après, la lecture, c'est la stratégie la moins efficace. D'accord. C'est 5% d'efficacité. Donc, je leur dis, vous allez arrêter de lire. Voilà. On peut lire pour comprendre, évidemment. Voilà. Mais après, pour s'approprier les contenus, je leur dis, le geste magique, c'est ça. Et là, je vais chercher dans ma tête. Qu'est-ce qui reste ? Il reste 10%, 5%, 60%. Et si tu fais cet aller-retour tout le temps, tu vas voir qu'au fur et à mesure, ça va s'enrichir. Et donc ça, je trouve que, en fait, c'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école déjà. Parce que si on était bien outillé à l'école, après, on n'aurait pas peur d'apprendre. Voilà. Si moi, demain, je voulais faire une formation, je sais exactement ce qu'il faudrait que je fasse. Alors après, je resterai très mauvaise... pour tout ce qui est planification et tenir les délais, parce que comme j'ai un TDAH, je suis prédisposée à travailler sous la pression. D'accord. Voilà, parce que ça, c'est mon cerveau qui veut ça. Mais du coup, par exemple, entre adultes TDAH, et en fait, moi, je trouve que les communautés de pairs, c'est-à-dire qu'on est ensemble vers le même objectif, c'est extrêmement utile parce que ça crée une émulation et on peut se dire... Ah, t'en es où ? T'as fait ça. Et du coup, ça pousse le groupe, en fait, vers la réussite. Donc, ce serait peut-être un conseil, je ne sais pas si vous le faites, mais... À appliquer, mais voilà, mais ça serait peut-être de créer des communautés dans lesquelles tout le monde a le même objectif et tout le monde pourrait échanger en se disant « Mais ce chapitre-là, je l'ai trouvé difficile. Comment tu pourrais faire ?» C'est en cours. En soi, c'est en cours. On a commencé à créer justement des communautés sur Facebook pour qu'il y ait plus d'échanges entre les apprenants. Exactement. Parce que comme tu dis, en fait, ça motive d'avoir des Absolument. personnes qui vivent la même épreuve, la même formation. Exactement. Et en plus, ça crée de l'entraide. Donc, c'est super. Mais tout à l'heure, tu parlais de conseils de mémorisation. Nous, tu sais, on a donc des coachs qui suivent nos apprenants et leur but, c'est de les aider à se motiver, mais aussi à apprendre. Est-ce qu'il y a des conseils qui viennent en tête qui, pour toi, sont indispensables pour la mémorisation et notamment pour des adultes qui se reconvertissent ? Alors, première chose, c'est de structurer ce qu'il y a à apprendre. D'accord. C'est-à-dire, j'ai 15 pages, je vais prendre le plan. Le premier truc. Je ne sais pas si vous... Si. C'est indispensable. D'ailleurs, ça permet de voir déjà
à quel point, où est-ce que je me situe. Alors moi, j'aime beaucoup mettre les choses dans l'espace, donc je suis la reine de la carte mentale. Voilà, spontanément, c'est ce que je fais. Tous les lundis, je prends ma feuille comme ça, je mets Marina au centre et je vais mettre mes trucs de boulot, mes trucs perso, hein, les trucs de la maison. Voilà. Et comme ça, en fait, je vais avoir ma semaine juste sur un côté. Et je peux barrer au fur et à mesure. Voilà. Donc la carte mentale, c'est un super outil pour avoir la globalité et avoir en fait la perception de ce qu'on avance, hein, dans les contenus. Après, évidemment, beaucoup structuré, c'est-à-dire, ça donne aussi de la motivation en disant « Ah ben j'ai déjà fait la moitié ou le quart. Voilà. » Et puis, alors moi, c'est mon meilleur ami, hein, ça s'appelle la flashcard. Zut, je les ai laissées dans ma petite... Alors, en fait, ce sont des petites fiches. Le principe, c'est ce que j'avais fait pour mes enfants, pour leur brevet. Ouais. C'est-à-dire que je prends et je vais faire la question et la réponse. D'accord. Ce qui va éviter de lire. Ouais. Comme on sait que la lecture, c'est pas efficace, en quelle année Hitler a-t-il envahi la Pologne ? Voilà. Et ben, je peux pas la lire. Donc, je vais être obligée de chercher dans ma tête, ce qu'on dit en gestion mentale, c'est fabriquer des évocations. Je vais être obligée de faire exister les choses dans ma tête. Et donc là, je vais pouvoir vérifier, est-ce que c'est là ou est-ce que c'est pas là ? Est-ce que j'ai l'impression que je sais ou en fait, est-ce que je ne sais pas ? Ce qui n'est pas grave. Voilà. Donc, pour moi, structure, carte mentale et flashcard, pour moi, c'est le trio gagnant. Le trio gagnant. Le trio gagnant, voilà. Et là, la mémorisation, simple, rapide, efficace. Voilà, après, on peut faire... Moi, j'utilise une appli qui s'appelle Quizlet. D'accord. Voilà, qui est une appli d'apprentissage américaine sous forme de flashcard. Soit les apprenants peuvent fabriquer leur propre liste de questions-réponses. Voilà. Soit ça peut être les enseignants qui le font. Moi, je le fais pour les jeunes, quand ils ont des gros contenus, parce que c'est super ludique. Et on fait un peu comme sur les applis de rencontre, hein, on va mettre à gauche celle dont on ne veut pas, et à droite celle qu'on sait. Donc voilà. Et puis du coup, il y a ce côté où on va s'entraîner, et donc du coup, on a aussi la sens comme un jeu. Hein. Moi, je suis super. Apprendre, c'est naturel et ça doit être amusant. Surtout quand c'est un but qu'on s'est fixé. Bien sûr. Voilà. Et Non, mais c'est hyper intéressant parce que l'apprentissage, pour beaucoup, c'est un peu un fardeau, ça fait peur, ça effraie surtout à passer 30 ans, 40 ans, 50 ans, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de gros examens, par exemple, de grosses préparations. Absolument. Et parce qu'en fait, c'est ça, on ne développe pas assez de méthodes d'apprentissage qui rendraient la chose ludique et peut-être plus évidente pour tous. Absolument, absolument. Alors que c'est pas très compliqué, que ça prend très peu de temps. Hein, parce qu'on prend un cours, on va prendre les points essentiels, des définitions, des trucs, des mécanismes, et puis hop, on va s'entraîner. Rien que de le faire. Alors moi, c'est vrai que je suis favorable à la main parce que il y a très clairement, toutes les études disent que c'est plus utile d'écrire que de le faire de façon informatique. Voilà, parce qu'il y a le lien cerveau-main, même si on est quand même dans un monde où on écrit de moins en moins, mais moi, je passe ma vie à écrire. Hein, et je pousse les jeunes, même si je leur donne des trucs tout nickel, je leur dis, passe main, main-cerveau. Il n'y a pas très longtemps, là, j'ai fait un stage avec des jeunes, même ceux qui sont très, très dysgraphiques, donc vraiment des écritures quasiment illisibles, je dis, fais-le, je te le referai au propre après, mais toi, le fait de l'écrire, ça va faciliter, le 1, le 2, le 3, le 4, ou le 1, le 2, le 3. Donc, prendre vraiment des gros contenus, les rediviser en plein de petits bouts, et après, s'entraîner à dire, est-ce que j'arrive à faire les liens ? Et ça, la carte mentale, c'est parfait pour faire les liens. Très bien. Parce qu'on va pouvoir, on va voir visuellement, en fait, tous les liens de similitude ou de différence qui vont pouvoir, ou de cause à effet, qui vont pouvoir se créer. Mais c'est vrai que la carte mentale, on en parle très tard. Moi, par exemple, en tant qu'étudiante, je l'ai appris peut-être en 3e année d'études pour
peut-être que d'autres l'apprennent avant, mais je trouve ça étonnant qu'au lycée ou même au collège, on n'ait pas déjà des méthodes aussi, qu'on pourrait appliquer directement et qui nous permettraient de gagner tellement de temps. Parce que quand tu te retrouves forcément à la fac avec des examens par exemple droit public, où tu te dis, c'est ça, c'est des pages et des pages, j'aurais voulu avant d'arriver à ce moment où j'ai dû repasser l'examen 2-3 fois, avoir une méthode d'apprentissage, tu vois, apprise. Oui, voilà. Différente. Oui, tout à fait. Mais je veux dire qu'il m'aurait été présenté bien plus tôt que pendant mes études universitaires. Oui. Après, tout le monde n'aime pas. Hein. Il y a des gens, il y a vraiment des personnes, des apprenants, que ça rebute totalement. En disant non, ça marche pas. Je dis, mais c'est pas ça marche ou ça marche pas, en fait. C'est que, en fait, je pense que les outils, il faut les expérimenter. Voilà. Et donc, c'est vrai que des personnes qui aiment bien le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, voilà, ils vont être déroutés si on le place différemment. Déjà, on passe de ça à ça pour certains. Voilà, moi, je sais, par exemple, chez les personnalités, chez les profils autistiques, par exemple, qui n'aiment pas, qui aiment pas que ça change, qui aiment bien garder les choses telles quelles. Voilà, je leur propose même pas. Bien sûr. Évidemment, non, mais voilà, il faut savoir s'adapter avec souplesse et puis se dire, voilà, qu'est-ce qui te parle le plus ? Voilà. Et est-ce que ça te parle ? Est-ce que ça te parle pas ? Moi, je ne suis pas là pour imposer quelque chose à un apprenant. Je suis là pour voir avec lui, voilà, qu'est-ce qui te semble efficace, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc c'est ça, donc il faut s'adapter finalement à ses capacités. Est-ce que c'est un rapport aussi avec les types de mémoire ? On dit qu'il y en a qui, justement, retiennent mieux en écoutant, en lisant. Tu es dubitative sur ce point ? Ouais. Alors, en fait, là où je suis dubitative, c'est qu'avant de faire de la gestion mentale, par exemple, j'étais persuadée que moi, j'étais auditive. Et en fait, en faisant des exercices de gestion mentale, je me suis rendu compte que les premiers trucs qui venaient, c'était des images, systématiquement. D'accord. Ping, 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 ping. Par exemple, je suis incapable d'apprendre une chanson. Et je m'en suis rendu compte de ça. Je connais tout le répertoire de Supertramp, de David Bowie, de tous les trucs de l'époque. Parce qu'à l'époque, on avait des grands disques qui s'appelaient des vinyles. Voilà. Et il y avait les paroles dedans. Ouais. Et donc, en fait, je les lisais. Et en fait, après, en fait, le son, c'est-à-dire que quand on parle, c'est du temps. On commence, on a le début. Mais le premier truc, c'était l'image. Et en fait... alors moi, j'apprenais extrêmement facilement aussi parce que je faisais du théâtre. Oui, et que du coup... textes, ouais. Donc, je m'avalais plein de trucs à apprendre tout le temps. Et donc, pour moi, c'était fastoche. Mais pourtant, la seule année où j'ai vraiment travaillé, c'était mon année de terminale. J'ai parlé souvent de mon amie Catherine, qui était qui est ma sœur de cœur. Et elle était première de la classe et qui travaillait tout le temps, qui était vraiment la fille sérieuse, alors que moi, j'étais... une énorme imposture. et en fait, quand je me suis mise à travailler, justement, je faisais beaucoup de fiches, mais en fait, je les faisais. Mais rétrospectivement, je me suis dit, mais en fait, je les apprenais pas. Je les fabriquais, et après, je les mettais de côté, comme si c'était par magie rentré dans ma tête. Voilà. Alors qu'on m'aurait juste montré ça, alors que je le faisais au théâtre. Ouais, bon. Mais en fait, je pense que je faisais pas le lien entre un texte et voilà. Et donc, là, il y a un homme formidable que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Franck Ramus, et qui est... je sais pas comment on dit, je crois que c'est Ramus, ou Ramu, voilà, excusez-moi Franck. Et lui, il a fait un module extra, un MOOC, donc lui, il est à l'ENS, et il a fait un MOOC justement qui s'appelle la psychologie pour les enseignants, sur lequel je me suis inscrite, c'est gratuit, hyper intéressant, et qui détaille justement toutes les stratégies de réussite et toutes les stratégies d'échec. Et donc, donc c'est accessible à tous, et c'est absolument passionnant. Et donc, du coup, on déconstruit un peu cette histoire de... Mais alors, il y a plein de sortes de mémoires, la mémoire sémantique. Alors, moi, par exemple, j'ai une mémoire de travail, c'est-à-dire une mémoire à court terme, qui est extrêmement faible, sans doute liée à mon âge et à mon TDAH. Et quand j'ai fait mon bilan, c'était avant
que je sois sous médication. Et j'ai une mémoire de travail de mouche. Je dis, mais je suis une mouche. Voilà. En revanche, je sais que je comprends vite, voilà, et que si je réactive régulièrement, c'est bon. Voilà. Mais je vois bien que si je saute une des étapes de la réactivation, ça part et c'est hyper frustrant. Donc, si je veux garder vraiment quelque chose, je garde toujours en tête le modèle scientifique en me disant, ne zappe pas une étape. Plus tu réactives, plus c'est facile, moins tu le fais, plus c'est difficile. Or, en fait, pour apprendre, on a besoin, moi je crois qu'on a vraiment besoin de sentiments d'efficacité personnelle. C'est-à-dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire naître. Sentir en fait. qu'on avance, c'est ça. Absolument. Et qu'on est capable. Justement, quand on réussit en travaillant. Mais donc avec cette méthode, tu disais la réactivation, je me demandais, c'est à quel intervalle, par exemple, si on veut vraiment imprégner une connaissance? Alors, le mieux, c'est soir même, J+1, J+3... Ah oui, donc c'est quand même... Semaine, au début, c'est rapproché. Et au bout d'un moment, on espace au fur et à mesure. D'accord. Donc, il y a... Voilà. Après, comme moi, j'accompagne énormément de jeunes avec des troubles, des apprentissages. Ça peut être le trouble du langage, le TDAH. Voilà. Donc, qui cumulent, en fait, plusieurs difficultés. Quand je pars avec eux en stage, on réactive tous les jours. D'accord. Mais je vois très bien... Bon, évidemment, ceux que j'accompagne, franchement, ils travaillent très peu, seuls, donc peu d'autonomie, parce que pour avoir de l'autonomie, il faut avoir confiance, donc il faut avoir ce sentiment d'efficacité et la motivation. Et l'école, c'est pas très motivant pour certains. Et bien pourtant, quand on réactive régulièrement, alors je le fais de façon pas du tout sérieuse. Oui, c'est un message que je veux faire passer. Apprendre, c'est pas forcément être à un bureau, d'accord ? Moi, j'ai toujours appris couché, en train de taper des pieds sur mon mur, voilà. Et donc, quand on me dit, mais pour apprendre, il faut être sérieux et tout. Non, chacun. Moi, j'ai besoin de bouger pour apprendre. Mon fils, quand il me disait, oui, t'inquiète, je suis en train de travailler. J'habitais une maison à l'époque et donc j'entendais ce qui se passait au-dessus. Je savais que s'il était à son bureau, il ne faisait rien. Et donc, du coup, je disais, va, marche. Et vas-y. Et évidemment, voilà, pour nos profils, oui, besoin de mouvement, besoin que ça bouge, besoin que ce soit vivant. Donc, ça peut être, je vais me balader au parc, je vais faire une activité. Et puis, on peut s'enregistrer, on peut faire plein de trucs. Voilà, et je pense que en multipliant les supports d'apprentissage, c'est là où en fait on dédramatise et on n'en fait plus toute une affaire. En fait, ça demande une énorme connaissance de soi finalement pour bien apprendre. Et si on n'arrive pas donc tout seul, là on fait appel justement. Oui, aux professionnels. Voilà. Maintenant il y en a quand même, il y en a de plus en plus parce que maintenant il y a des écoles qui, il y a une école à Lyon, une école à Paris qui s'appelle Manabi, il y a une école à Bordeaux, donc vraiment ça se développe. Et donc moi j'ai, très souvent, une dizaine de fois par an, des personnes qui cherchent à se reconvertir, qui supportent plus leur boulot dans la banque, voire l'éducation nationale. Ouais. Oui, parce que je crois que c'est ça qui est génial dans notre époque, c'est qu'à l'époque de nos parents, mon père est rentré dans une banque, il a commencé guichetier et il a fini tout en haut. Mais à l'époque, on restait dans la même entreprise toute sa vie. Nous, on sait, ce que je dis à mes enfants, je dis, en fait, les métiers, si ça se trouve, dans 10 ans, on ne les connaît pas encore. Exactement. Voilà. Donc, en fait, le seul truc qui a... moi, je pense à encourager au niveau des adultes, c'est de dire, mais tout est possible. Bien sûr. Voilà. Moi, je connais des gens qui sont devenus, qui ont fait des reconversions, des mecs de la finance qui sont devenus boulangers, prêtres, n'importe. Non, mais c'est ça qui est génial dans notre époque, en fait, c'est qu'on peut se dire, quelque chose qui me paraissait très, très loin, finalement, est facilité. Et puis la vie, c'est ça. La vie, c'est le mouvement. La vie, c'est la confiance. C'est savoir que, en fait, à tout moment, je peux construire ma propre vie. Voilà. Alors moi, je l'ai fait de façon... c'était pas volontaire. En fait, je me suis pas dit, dans 12 ans, je serai là. Je savais absolument pas ce que je... En revanche, je savais que, j'ai toujours ce rêve de pouvoir intervenir dans les prisons,
intervenir auprès des publics voilà, les plus en difficulté. J'ai collaboré avec une association qui faisait des stages de réussite scolaire voilà, dans le 93, voilà, notamment à la Courneuve. Et c'est vrai que d'expliquer à des jeunes que en fait c'est pas parce qu'ils n'étaient pas bons qu'ils ne pourraient pas être bons, c'est que bien accompagnés, en fait, tout le monde peut réussir. Mais c'est juste, je pense que c'est un message d'amour, en fait, hein, d'amour de moi vis-à-vis voilà, des personnes que j'accompagne, mais aussi de semer des petites graines de confiance en soi en disant « Allez-y, go !» Par contre, effectivement, je vais être comédienne et je passe mes journées à regarder Netflix en bouffant des chips. Voilà, comme disait l'autre, voilà, Hollywood va pas venir te chercher dans ton canapé. Voilà. Mais si j'ai envie de faire quelque chose et que je me donne les moyens, tout est possible. Mais c'est le passage à l'action. Voilà, absolument. Mais justement, ça revient à la motivation. Comment on se motive ? Est-ce que ça existe vraiment ? Il y en a qui le remettent en question, qui disent que la motivation, ça n'existe pas, mais c'est la discipline. Il faut tous les jours se dire, bon, voilà, je fais un minimum. Alors pour moi, la motivation, elle vient du sentiment d'efficacité. D'accord ? C'est-à-dire que si je me dis demain, le mois prochain, je m'inscris à une course, un semi-marathon de 21 km, franchement, je sais que mon objectif est là et que du coup, je ne vais pas y arriver. D'accord ? Et en fait, du coup, je vais être découragée. Je vais aller courir. Évidemment, au bout de 300 mètres, je fais comme ça et je ne vais pas y arriver. En revanche, si je me dis, allez, pour dans 2 semaines, je vais réussir à courir 1 kilomètre, moi, je l'avais fait pour un moment à l'époque où j'étais jeune et belle et très motivée car très savoureuse. Et je me disais, allez, je fais des petits bouts. Et vraiment, je faisais des tout petits bouts. Et en fait, très vite, je me suis dit, mais je pouvais dépasser mon objectif. Je me disais, évidemment, j'étais plus motivée. Bien sûr. Voilà. Alors que si je me fixe un objectif qui est beaucoup trop haut, en fait, je vais être totalement démotivée. Et du coup, Et du coup, on se dit, dans ces cas-là, il y a toute cette histoire de croyances négatives qu'on peut construire sur soi, surtout si on a été en situation d'échec. Hein. Alors, ça peut être des croyances sociales. D'accord. Je ne suis pas capable de viser ce type de diplôme parce que en fait, personne ne l'a fait autour de moi. Au contraire, go baby. Voilà. Ou je n'ai pas été bonne à l'école, donc en fait, je vais m'interdire de viser ce type de diplôme. Non, en fait, on est ce qu'on devient. Hein, c'est ce que disait Sartre. Hein, il faut moi, je porte toujours un message de faut oser. Voilà, notre vie, c'est nous qui la créons. Personne ne va le faire pour nous. Et il y a des gens, c'est vrai qu'on est assez inégaux. Il y a des gens qui... Moi, je déteste quand j'entends que tout est facile pour tout le monde. Non, c'est pas vrai. Moi, physiquement, on n'est pas tous égaux. Quand on a un trouble, c'est plus difficile, mais aussi, ça donne des profils de gens qui ont une grande persévérance, parfois. Et puis, moi, je dis, faut suivre son GPS interne. Moi, j'aime aider les gens. Voilà, moi, quand j'ai... un jeune ou un message d'un parent ou un truc, mais vraiment je kiffe, c'est mon plus grand bonheur. Voilà. Parfois je réussis, parfois j'échoue, parfois j'ai l'impression d'être nulle, de me dire celui-là je l'ai pas capté ou c'est pas grave, hein, on fait chacun comme on peut, hein, parfois c'est pas tout de suite et puis ça sera un peu plus tard, c'est pas grave. Voilà, faut aussi accepter que c'est ça la vie, hein, parfois on n'est pas prêt. Voilà, on n'a pas la petite étincelle. C'est pas grave, on se dit, on le fera plus tard. Bien sûr. Voilà. Mais si c'est ton rêve, faut foncer. Voilà. Moi, je pense que chacun a un GPS interne. Voilà. Moi, j'aime aider les autres. Il y a des gens, moi, j'ai 2 enfants. J'ai une fille qui est ultra créative, qui était vraiment... son frère était très, très brillant au primaire. Il me tuerait s'il entendait ça, mais elle se comparait toujours, elle n'avait pas confiance en elle, et moi je voyais à quel point elle avait quelque chose en plus. Voilà. Alors, maintenant elle est aux Arts Déco, c'était quand même c'est le truc, la grande école, voilà. Et quand on me disait gna 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 gna, je ne ressortirais pas les horreurs que j'ai entendues, mais j'ai des enfants juste incroyable, mais aussi parce que j'ai réussi à leur montrer, je pense que rien ne vaut l'exemple, hein, c'est-à-dire que moi, ils m'ont vu en séparation, doutant de tout,
voilà. Et puis, prenant un premier client, puis un deuxième, puis un troisième. Voilà. Et puis, ils ont vu que, voilà, que je m'éclatais. Là, ça nourrit aussi. Hein, voilà. Bien Et je sûr. pense qu'on a... Voilà, si les adultes qui m'écoutent et qui m'entendent, là, montrez l'exemple à vos enfants. Montrez, allez-y, go. Parce que je pense que c'est beaucoup plus fort que les mots. Que l'exemple, quand on est parent, c'est beaucoup plus fort que les mots. Bien sûr. Que tout le monde, voilà, tout le monde peut réussir, tout le monde peut s'y atteler et voilà, et suivre ses rêves. Mais c'est ça, mais c'est important de voir justement un parent épanoui dans son travail pour avoir cette conscience que le travail, c'est pas simplement payer ses factures, son loyer, le crédit, que le travail... Absolument, absolument. C'est donner un sens et il faut suivre. Enfin, par exemple, comme ta fille qui très tôt était créative et a senti qu'il y avait ce quelque chose. Voilà, tu lui as donné aussi, c'est pas cette possibilité parce que ça devrait sembler logique, mais tu vois, il y a des parents qui vont se dire créatif, les arts déco, écoute, non, c'est un métier difficile. Enfin, tu vois, les débouchés sont beaucoup trop moindres. Oui. Et donc voilà, forcément, donc l'enfant se dit, bon, en fait, ce que je fais n'a pas d'intérêt, professionnellement, sociétalement, et du coup, ça les bride. Donc après, c'est comme tu disais, il faut aussi que la génération de nos parents commence à le faire, mais un peu déconstruire les bons métiers, on va dire. Absolument. Mais absolument. Non, mais d'autant plus, mon expérience personnelle, c'est comme j'étais... Bon, j'ai toujours eu la tchatch, le théâtre, tout ça, que j'apprenais facilement, que j'étais super bonne en langue et que j'avais fait économie. Voilà, c'était pour mes parents une évidence. Et pour moi, parce que évidemment, quand on est jeune, on ne sait pas. En fait, on est quand même extrêmement mal orienté en France, enfin, je trouve. Et du coup, voilà, dans mon école de commerce, j'ai passé un concours, j'ai été reçue. Et voilà, et donc en fait, j'avais 20 en journalisme, mais j'avais 2 en finance. Voilà, parce qu'évidemment, j'aurais fait une école de journalisme, où, je sais pas, j'aurais adoré, je sais que j'aurais adoré. Mais voilà, à ce moment-là, c'était comme ça. Et la preuve, c'est que même si je suis née à une période où, en gros, on avait tel profil, on faisait ça, ou ça, et en fait, maintenant, toutes ces cartes sont rabattues. Et c'est ça qui est, je trouve, juste génial par rapport à cette époque. De pouvoir se réinventer, de pouvoir se dire, ce truc-là, ça ne me plaît pas. Moi, c'est vrai que je considère que mon métier a du sens. Voilà, maintenant, je vis aussi en décalé, je travaille tous les week-ends. Voilà, moi, c'est la période la plus dense, le mois de juin pour moi. Mais donc on me dit, il faut faire attention à ta santé, voilà, tu te reposes, ce que je ne sais pas faire. Mais voilà, mais en même temps, ça a tellement de sens pour moi que j'accepte. Voilà, je serais incapable de travailler pour une entreprise et je le sais. Voilà, j'étais faite pour être indépendante. Mais c'est génial. Ouais. D'avoir trouvé ta voie et maintenant t'épanouir. Parce que ça, tu fais un métier passion, donc c'est presque plus un travail en fait. Ah non, mais j'ai pas du tout l'impression de travailler. Ouais, mais ça, c'est le rêve. Ça, c'est juste le rêve. Oui, c'est juste l'idéal de l'idéal. Et donc, un petit mot de la fin pour nos apprenants qui hésitent encore à se reconvertir tous les âges, 20 ans, parce que parfois aussi, on a passé notre bac, on ne sait pas trop où on va aller, 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Moi, je dis, suivez vos rêves. Il faut y aller, quoi. Il faut vraiment... oser. Et voilà, et faites-vous confiance. Voilà. Franchement, je serai là. Exactement, qu'ils n'hésitent pas à venir te voir. Oui. M'envoyer un petit message. Mais c'est vrai que... voilà, moi, je pense que ce sont les peurs qui parlent dans ces cas-là. Et que pour être heureux dans une vie, c'est pas les peurs qu'on doit écouter. C'est vraiment... c'est son rêve. Voilà, je vais y croire. Personne, en fait, ne pourra jamais, autre que nous-mêmes. Voilà, moi, je suis tout le temps ma propre coach. Je m'engueule. J'arrive dans mon bureau, je dis, mais qu'est-ce que t'es bordélique, Marina. Je m'engueule. Mais à la fois, je me dis, bon, écoute, tu feras ça. Tu feras ça plus tard. Et j'accepte. Et tous mes clients savent que je suis bordélique. Les parents de mes clients savent que je suis bordélique. C'est pas grave. J'arrive toujours à m'en sortir. Donc voilà, go. Merci beaucoup Marina pour cet échange très inspirant. Ah, c'est gentil. En espérant que ça donne aussi l'envie à nos apprenants de se lancer enfin et voilà, de vivre un peu leur vie de rêve, leur métier de rêve. Absolument, go. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles interviews experts.